Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment je fais, ou du moins je fais faire les malots sur nos bourgognes aligotés. Dans la précédente vidéo où je vous parlais du travail en cave après les vendanges, je vous avais dit que en blanc, c'était rare quand je faisais les malots. Si elles se faisaient, c'est qu'elles se faisaient naturellement, que je n'intervenais pas. Ça arrive, il n'y a pas de souci là-dessus. Et notamment, je vous parlais des aligotés. Donc, aligoté, c'est le cépage. Bourgogne aligoté, l'appellation. Je vous disais que je ne faisais pas les malots, à une seule exception, quand je vendais des aligotés en vrac au négoce, que j'étais obligé de les faire parce que le négoce, pour me les acheter, ils exigeaient que les vins aient fait leur malot. Alors pourquoi ils veulent avoir des vins qui ont fait les malots? C'est pas pour me casser les bonbons, c'est uniquement parce que un vin qui a fait les malots a quand même tendance à être plus stable dans le temps, et puis après ça influence un petit peu sur son goût. Certains le recherchent. Bon, alors clairement nous, c'est pas du tout qu'on recherche. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est mon père. Lui il préférait les aligotés sans malot. Bon, au final, c'est un petit peu notre patte de ne pas les faire. En plus, faire des malots sur de la ligotée, c'est un petit peu embêtant parce que, hormis des années comme 2022-2023 où on a des vins avec une acidité plutôt faible, notamment pour de la ligotée, et là, eh bien, les malots vont se faire toutes seules, mais sinon, d'une manière générale, les malots sur de la ligotée, ça se fait pas. Ça oblige, comme elles se font pas toutes seules, à les ensemencer. Comme je vous ai déjà expliqué, je ne souhaite pas ensemencer mes vins, déjà pour garder de la typicité, et puis aussi, comme j'en ressens pas le besoin pour la conservation de mes vins, clairement, ça m'embête d'acheter des bactéries pour faire des malots. En plus, et bien sûr, je vais vous le montrer, il faut que le vin soit en chauffe, il faut qu'il soit chauffé, notamment là, par exemple, on est le 2 janvier, la cave, elle est à 9 degrés, donc clairement, si je veux faire des malots, il faut que je les chauffe. Chauffer, c'est de l'énergie, c'est de l'argent, et puis on parle d'environnement, griller de l'électricité pour chauffer des cuves de vin quand c'est pas réellement nécessaire, c'est un petit peu bête, quoi. Donc voilà, bon là, pour le coup, la question se pose pas, j'ai vendu ces vins-là. J'ai signé le contrat, ces vins sont vendus, il faut que je fasse les malots pour qu'ils viennent les chercher. Donc voilà pour le contexte. Donc pour faire les malots, eh bien déjà, première étape, je vais mettre la cuve en chauffe. Eh oui, donc je mets ma cuve en chauffe, je la mets à chauffer pour qu'elle soit à peu près autour des 18-20 degrés. C'est la fourchette de température où on n'abîme pas le vin et où ça favorise le développement des micro-organismes, et notamment dans ce cas-là les bactéries. Alors éventuellement, si j'ai un problème d'arrêt fermentaire sur les fermentations alcooliques, je peux aussi les mettre en chauffe. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire là, parce qu'il me reste 4 grammes de sucre, c'est un petit peu trop élevé. Bon alors je suis dans la norme, j'ai le droit à 4 grammes de sucre maximum, mais j'aimerais bien que ça descende un petit peu plus. Et notamment, comme je dois faire les malots, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus de sucre avant d'ensemencer avec des bactéries, parce que même si c'est des bactéries sélectionnées, j'ai toujours un petit peu peur que les bactéries se mettent sur les sucres et que ça provoque de la volatile. Donc pour éviter tout ça, là, premièrement, je vais faire monter la cuve en température, donc autour des 18-20 degrés. C'est la température idéale pour faire des fermentations, que ce soit alcoolique ou malolactique. Je dis idéal, parce que quand on veut, comme ça, qu'on veut faire des fermentations maîtrisées, je dirais. Là, par exemple, j'ai eu des malots qui se sont faits, là, qui se sont terminés, là, courant décembre, sur des bourgognes rouges, sur des macons rouges, donc cépages gamay et pinot, donc des vins différents. Les malots se sont faits toutes seules, et elles se sont faites toutes seules entre 10 et 15 degrés, donc c'était pas une température de folie, mais on le voit bien. Quand il y a ce qu'il faut dans le vin, les nutriments qu'il faut, pas trop d'acidité, que c'est dit que ça doit se passer bien, ça se fait tout seul, on n'a pas à chauffer. Même à basse température, ça se fait éventuellement un petit peu plus lentement, mais ça se fait. Là, justement, ça se fait pas. Donc le but, c'est de tout mettre pour que les conditions soient idéales.
pour que ces fermentations se déroulent. Donc là, pour le coup, j'ai un petit arrêt fermentaire qui n'est pas grand chose, il reste pas grand chose à finir. Si jamais le vin était bloqué comme ça, il est bloqué comme ça, c'est pas grave. Mais bon, j'aimerais bien finir quand même. Donc là, premièrement, je mets en chauffe. J'attends que ça se passe, j'attends une petite semaine. Je vais faire analyser le vin à l'œnologue. Si les sucres sont finis, à ce moment-là, j'ensemencerai pour faire les malots. Du coup, je voulais vous faire une vidéo sur les malots et puis je vous fais une vidéo aussi sur les fermentations alcooliques. Bon, j'espère que vous aurez compris le principe. Ce qu'il y a à retenir, c'est que je mets la cuve en chauffe déjà pour commencer. Pour ce faire, j'utilise ce système. Clairement, c'est un système basique. Je vais vous dire, c'est une résistance, voilà, avec un câble. Bon, enfin bref, vous avez compris le principe, hein, rien de très compliqué. Bien sûr, étanche puisque ça plonge dans le vin. Une résistance avec un habillage en inox, hein, pour qu'il n'y ait aucun problème de mauvais goût dans le vin. Donc ça, c'est la partie chauffe. Voilà, hop, avec le câble, vous voyez complètement. Et la partie régule. Tac. Bon, vous voyez d'où ça sort. De toute façon, on s'en fiche. Voilà, j'ai rien à vous cacher. Donc voilà, la partie régulation. Alors, on a celle-là qui est encore avec un vieux thermostat mécanique. Et puis, j'en ai une avec un thermostat digital. Mais la digitale, j'aime moins bien parce qu'elle est plus difficile à régler. Alors que ça a toujours marché nickel. Donc là, bien sûr, ce système-là, oh, c'est assez basique, hein. Il n'y a pas d'électronique là-dedans. Vous avez la sonde ici et dès que ça dépasse 20 degrés, ça coupe la canne. Pour ceux qui nous suivent, vous dites peut-être, mais il est équipé de thermorégulation. Je vous l'ai déjà montré, hein. Je vous mets la vidéo en description. Mais voilà, toutes nos cuves sont thermorégulées. Là, vous avez un bandeau où on peut faire passer soit de l'eau chaude, soit de l'eau froide. Oui, nous, on utilise de l'eau. Certains peuvent utiliser du glycol. Nous, on fonctionne à l'eau. Mais c'est le même principe, donc soit eau chaude, eau froide, avec un système, c'est un groupe qui fait du froid et du chaud, selon comme on le règle. On peut faire les deux avec, donc on est équipé de ça, donc nous c'est la marque Crier. Je vous mets une photo, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je ne développerai pas. Donc souvent, au moment des vendanges, même un petit peu après, j'utilise ce matériel-là, je peux faire du froid, je peux faire du chaud, mais là, à cette époque de l'année, il est en hivernage. J'ai tout purgé pour éviter les risques de gel. Donc déjà, je ne vais pas leur mettre en route maintenant. Ça m'embête. Et puis clairement, à cette époque-là, quand il fait froid, que la cave est déjà moins chaude et puis qu'il fait froid dehors, c'est hyper énergivore. La consommation, elle est folle. Donc l'avantage, c'est que, alors bien sûr, je ne vais pas dire que ça ne consomme pas une résistance comme ça, mais une fois à température, le liquide, il met quand même pas mal de temps pour se refroidir. Donc ça tourne très peu dans la journée. Donc au final, c'est assez économe en énergie. Et puis ça évite de mettre beaucoup d'heures de travail au Crier, qui est une machine quand même qui est assez coûteuse. Alors que ça, là, ces cannes, là, la première, elle a été achetée par mon père dans le début des années 2000. Ça a 20 ans, ça a au moins 20 ans. Et je m'en sers encore. Tout fonctionne bien. Bon, après, on ne fait pas des milliers d'hectos par an non plus à faire les malots. Donc voilà pour le système que j'utilise, basique, mais qui fonctionne à un prix relativement faible, surtout la canne. Je sais pas, ça devait valoir quasiment 1000 € à l'époque, mais en 20 ans, elle est amortie depuis un bon petit moment. Il faut que j'installe ça sur la cuve, je vous montre tout ça. Donc première chose à faire, je démonte la soupape de sécurité, je remplace par ce système de Reos pour pouvoir mettre tout simplement la sonde qui va gérer la canne. Bon alors vous l'avez vu, mon chapeau, je suis désolé, il est un petit peu sale. Bon, depuis les vendanges ça a pris la poussière et j'ai pas pris le temps de le laver depuis, mais je vous rassure, l'intérieur de la cuve est bien propre avec le vin qu'il y a dedans. Là voilà, ma Reos s'est mise. Bon elle sert que quand je mets la sonde. Si je mettais pas ça, tout simplement le vin il remonte sur le chapeau. Surtout quand on chauffe du vin,
En plus, avec les fermentations, la chauffe du vin fait qu'il reprend un petit peu de volume. Les fermentations font qu'il y a un petit peu de gaz, le vin redevient un petit peu pétillant, il fait des bulles. Et si on met pas ça, ça passe par-dessus le chapeau, c'est le bordel. Donc voilà, pourquoi la réo. Bon, rien de très compliqué, mais je vous montre tous les détails. Allez, là, je vais tout simplement passer mon câble entre la cuve et le chapeau. Donc maintenant, je peux remettre mon chapeau en place, le faire descendre. Donc là, tout est bien en place. Bon oui, mon bord de cuve aussi est un petit peu sale. Mais bon, ce sera tout nettoyé quand la cuve sera vide. Donc là, je mets en place ma régulation. Ah, on va faire taper la résistance. Hop. Donc là, pour éviter que la résistance ne tombe trop bas, je vais gonfler ma chambre à air pour la forcer. Je branche la régule à la résistance. Donc là voilà, tout est en place, la régulation. Donc, comme vous pouvez le voir sur la réhausse pour pas que le jus remonte. Ça branché à la résistance, hop, que j'accroche à la potence si jamais il y avait quand même du vin qui déborde. Éviter que la prise trempe dans le vin. Et voilà, donc ma résistance. J'ai regonflé ma chambre à air. D'une, ça évite que ma résistance descende dans le fond. Et ça évite que le vin prenne l'air. Donc là, j'ai ma prise qu'il suffit de raccorder à l'alimentation. Et puis là, c'est parti pour la chauffe. Hein. Donc là, ça va mettre à peu près, faut compter 24 heures pour gagner la dizaine de degrés. Là, le vin est à 10. Donc, voilà, il va falloir compter une journée, 24 heures, pour qu'il soit à température et que le vin travaille. Donc là, ça va être d'attendre que le vin monte en température. La prochaine étape va être d'analyser le vin, voir si les fermentations ont repris, s'ils ont terminé les sucres. Bien sûr, toujours garder la cuve à température, autour des 18-20 degrés. Si les analyses me disent c'est bon, les sucres sont finis, à ce moment-là, j'ensemencerai les bactéries et je referai une vidéo spécialement pour l'ensemencement des bactéries. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.